Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de conservation des aliments et de santé humaine. Pour l'introduire, j'ai choisi de parler du dernier scandale alimentaire qui a secoué la France. En 2017, des cas d'intoxication à la salmonelle ont été observés chez des nourrissons. La salmonelle, c'est un micro-organisme pathogène et ces nourrissons avaient consommé certains aliments comme des laits infantiles en poudre. Très rapidement, c'est le groupe Lactalis qui a été mis en cause et une usine de ce groupe a été identifiée comme étant à l'origine de cette contamination. Des erreurs dans le procédé de conservation des produits ont donc dû y être commises. On se demandera donc dans cette vidéo pourquoi des micro-organismes pathogènes peuvent se développer dans nos aliments et comment conserver ces aliments pour préserver notre santé. Tout d'abord, le terme de micro-organisme, il regroupe des êtres vivants qui ont le point commun d'être microscopiques, donc invisibles à l'œil nu. Mais ces micro-organismes vont faire partie de groupes très différents. Il y a par exemple les bactéries, comme la salmonelle, qu'on voit ici observée au microscope électronique, ou une autre bactérie, celle du genre Listeria. Mais il peut aussi y avoir des champignons microscopiques qu'on va regrouper sous le terme de micro-organismes, par exemple le pénicillium. Ces êtres vivants, ils ne vont survivre et se développer que si leur milieu de vie leur convient. Si c'est le cas, le micro-organisme va se multiplier très rapidement, par exemple par division cellulaire. Sur ce graphique, vous observez que pour une population initiale de 10 bactéries, elles vont chacune se diviser toutes les 20 minutes. On va donc obtenir plus de 5000 bactéries en 180 minutes, soit 3 heures. Pour qu'un milieu permette ce développement de micro-organismes, il doit leur apporter des nutriments, c'est-à-dire des glucides, des lipides, des protéines. Et c'est pour cela que nos aliments peuvent devenir des milieux de développement des micro-organismes. Il leur faut aussi de l'eau à ces micro-organismes. Et ensuite, selon les micro-organismes, il leur faut certaines conditions de température, de pH, de disponibilité en dioxygène, etc. Ces conditions vont varier selon les espèces. Par exemple, la bactérie Clostridium, qu'on voit ici observée au microscope électronique, cette bactérie est responsable d'une intoxication qu'on appelle le botulisme, elle se développe lorsque le milieu est pauvre en dioxygène. Alors que les salmonelles, d'autres micro-organismes, ceux responsables des intoxications alimentaires des nourrissons, elles ont besoin de ce gaz dioxygène. Ce graphique montre quant à lui l'influence de la température. Pour une même population initiale de salmonelles, la valeur de 100 millions de bactéries est atteinte en un peu plus de 8 heures si les bactéries sont dans un milieu à 30 degrés. Par contre, si elles sont mises dans un milieu plus froid, par exemple à 15 degrés, il faut attendre plus de 24 heures pour atteindre le nombre de 100 millions de bactéries. La température fait donc varier le développement de cette bactérie. Lorsqu'un micro-organisme se développe dans un aliment, les conséquences vont varier selon le type de micro-organisme. Par exemple, le développement de ce champignon qu'on appelle moisissure à la surface de ce fruit, va altérer son aspect, va altérer son goût, sa texture, mais va être sans danger pour la santé. Par contre, certaines bactéries vont produire un gaz qui va gonfler anormalement l'emballage ou dégager une odeur suspecte. Donc, certaines contaminations peuvent se voir. À l'inverse, un aliment peut sembler tout à fait normal et être très dangereux si des micro-organismes pathogènes, ça vient du grec pathos qui veut dire malade, s'y sont développés. Par exemple, la bactérie salmonelle, dont on a parlé dans l'affaire du lait infantile contaminé, elle entraîne vomissements, diarrhée violente et elle peut même aboutir à la mort chez des personnes faibles. Une intoxication à la salmonelle est appelée salmonellose. Autre exemple, la Listeria, c'est une bactérie qui n'entraîne pas des symptômes très graves pour les adultes, seulement une légère fièvre par exemple, mais elle peut se révéler mortelle pour les fœtus. Les femmes enceintes doivent donc prendre des précautions quant à leur alimentation pour ne pas se faire contaminer, notamment par cette bactérie Listeria.
Enfin, un dernier exemple avec le botulisme, qui est une infection très grave liée à la bactérie Clostridium botuli dont on a déjà parlé. Cette bactérie est dangereuse parce qu'elle produit une toxine, qui est une molécule très nocive. Cette toxine s'appelle la toxine botulique. Elle paralyse les muscles et donc elle peut entraîner la mort par asphyxie. Cet exemple de Clostridium botuli permet d'aborder une autre particularité de certains micro-organismes pathogènes, à savoir la capacité d'entrer en vie ralentie quand les conditions du milieu ne sont pas favorables, par exemple quand il fait trop froid. Cette vie ralentie se déroule sous forme de spores, qu'on voit ici au microscope. Dès que le milieu redevient favorable, la spore se développe et donne une bactérie qui se met à produire des toxines. La spore de cette bactérie est particulièrement résistante à la chaleur. C'est pourquoi des cas de botulisme sont souvent observés dans le cas de conserves ou de terrines artisanales mal préparées. Les personnes n'ont pas porté leur terrine à suffisamment haute température pour détruire les spores. Enfin, il faut savoir aussi que certains micro-organismes se développant dans des aliments ne sont pas du tout pathogènes. Il se peut même que l'homme recherche leur présence. C'est le cas des bactéries qui permettent de transformer le lait en yaourt, par exemple. Ou alors, dans l'exemple détaillé par ces photos, des champignons qui entrent dans la fabrication des fromages. Par exemple, le Penicillium roqueforti, de couleur bleue, est responsable de la couleur bleue du roquefort. Et il y a d'autres exemples. Pour garantir au mieux la sécurité alimentaire de notre population, il devient donc indispensable de prendre différentes mesures pour éviter que les micro-organismes qui sont pathogènes ne contaminent pas nos aliments. Tout d'abord, il convient d'informer et de protéger les consommateurs sur la date jusqu'à laquelle ils peuvent consommer le produit. On distingue la date limite de conservation, visible ici sur cet emballage, qui indique à partir de quand il devient dangereux pour la santé de consommer le produit. Et on lui distingue la limite d'utilisation optimale, la DLUO, qui elle garantit juste l'aspect et le goût de l'aliment. On peut donc dépasser cette DLUO sans danger. Ensuite, la première chose à faire pour garantir notre santé, c'est de limiter la contamination des aliments par des micro-organismes non désirés. Il faut savoir que ces micro-organismes sont retrouvés dans tout notre environnement, dans les sols, dans l'eau, mais aussi dans nos intestins. Par exemple, la bactérie Escherichia coli vit dans nos intestins. La première mesure pour éviter les infections alimentaires est donc une hygiène parfaite des ingrédients et des personnes qui préparent les aliments. Il faut ainsi laver les fruits, les légumes, désinfecter les ustensiles, les locaux de préparation, se laver les mains, porter des gants, etc. Ensuite, pour conserver au mieux les aliments, on peut jouer sur la température. On utilise donc la réfrigération, la surgélation ou la congélation pour conserver plus longtemps les aliments. Mais attention, le froid ralentit, voire stoppe la multiplication des bactéries ou des champignons, mais ne les tue jamais, ce qui explique qu'un aliment abandonné dans un réfrigérateur finira par se perdre. Ça explique aussi qu'il faut respecter la chaîne du froid et ne jamais recongeler un produit décongelé. Par contre, les fortes températures peuvent détruire définitivement les micro-organismes, et c'est le principe utilisé dans 3 techniques. La première technique, c'est la stérilisation UHT, par exemple pour le lait. Dans cette technique, l'aliment est porté à très haute température, plus de 140 degrés Celsius, quelques secondes, ce qui va complètement le stériliser. Cette boîte de lait peut donc être conservée chez vous pendant de nombreux mois, voire plusieurs années. La deuxième technique qui utilise la chaleur, c'est la pasteurisation. Dans cette technique, l'aliment est chauffé à 72 degrés pendant 15 secondes, puis il est rapidement refroidi. Attention, cette technique ne détruit pas tous les micro-organismes, elle fait juste diminuer fortement leur nombre. C'est pour ça qu'il faut ensuite souvent conserver l'aliment au froid, comme par exemple ce jus de fruits qui est vendu au rayon frais. Et ensuite, il doit être conservé à maximum 7 degrés. La dernière technique qui utilise les fortes températures, c'est l'apertisation. C'est-à-dire que l'aliment va être mis dans un récipient hermétique, c'est-à-dire une boîte de conserve, et porté à une haute température. Cela va tuer l'ensemble des micro-organismes présents. Ces aliments peuvent aussi se conserver du coup très longtemps, plusieurs années.
J'en profite ici pour faire une remarque, tous les micro-organismes n'ont pas les mêmes exigences de température, c'est montré sur ce document. Donc une température donnée va par exemple tuer une bactérie, alors qu'elle n'aura aucun effet sur une autre bactérie. Ensuite, un autre moyen de conserver les aliments, c'est de limiter leur teneur en eau. En effet, sans eau, les micro-organismes entrent en vie ralentie, voire ils meurent. C'est le principe de la technique de la lyophilisation, où l'aliment est complètement desséché, comme pour le lait en poudre, mais aussi les fruits secs. C'est aussi le principe de toutes les salaisons. En effet, le sel ajouté à l'aliment, par exemple ici un jambon en charcuterie, va retenir l'eau, ce qui va la rendre inaccessible pour les micro-organismes, donc ils ne pourront pas se développer. D'autres techniques plus rares existent aussi pour conserver les aliments. Par exemple, l'irradiation. Son procédé, c'est d'irradier les aliments par des rayons ionisants, ce qui va permettre de tuer les micro-organismes qui pourraient vivre dessus. On va utiliser cette technique pour les fruits fragiles, par exemple des fraises. Une deuxième technique, c'est l'atmosphère modifiée. Par exemple, des salades qui sont emballées dans un sac qui ne contient pas de dioxygène. Ou encore une dernière technique de conservation qui est la fermentation. Elle consiste à laisser certains micro-organismes bénéfiques, par exemple des levures, se développer dans l'aliment, afin que les pathogènes, eux, ne puissent pas s'y développer parce que la place sera déjà occupée par d'autres micro-organismes qui, eux, ne sont pas pathogènes. C'est le principe de la choucroute, qui est un chou fermenté, qui permet de se conserver plus longtemps. Le problème de toutes ces techniques de conservation, c'est qu'elles peuvent altérer l'aspect ou la qualité des aliments. On peut perdre leur aspect, par exemple les feuilles d'épinards surgelées, ici, sont beaucoup moins appétissantes que des feuilles fraîches. On peut aussi, pour certaines techniques, comme l'apertisation, perdre des vitamines. Ce tableau, par exemple, compare des haricots en conserve avec des haricots frais. Vous voyez que les vitamines sont présentes en plus faible quantité. Du coup, dans certains produits, des vitamines sont rajoutées après le traitement. Par exemple, dans ce lait UHT, on a rajouté ensuite des vitamines pour augmenter leur teneur. Enfin, certaines techniques de conservation des aliments peuvent se révéler dangereuses pour notre santé. Par exemple, la salaison fait consommer beaucoup trop de sel, ce qui a un effet nocif sur les artères et va entraîner une hypertension artérielle, qui peut ensuite amener à des troubles cardiaques. Enfin, dans des aliments transformés, il peut être ajouté des additifs, comme des conservateurs, des exhausteurs de goût, etc. L'usage de ces molécules est strictement encadré par la loi, notamment via l'établissement d'une DJA, la dose journalière à ne pas dépasser, car certaines de ces molécules entraînent des problèmes de santé. Par exemple, les nitrites utilisés dans les charcuteries peuvent aller jusqu'à entraîner des cancers. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention. Au revoir.